Bonjour à vous, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans cette vidéo. On va parler d'un sujet qui est crucial quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, c'est le sujet de la négociation. Parce que finalement, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, que ce soit avec des clients, avec des partenaires, avec peut-être même des salariés, le sujet de négociation se retrouve dans tous les sujets de l'entrepreneuriat. Et pour parler de ce sujet, je suis avec un expert de la thématique, Maman Oumarou. Salut Maman, comment vas-tu? Salut David, salut, bonjour à tous. Ça va très bien. Et toi-même? Ça va super. Je te remercie de prendre un moment avec nous pour pouvoir parler du sujet de la négociation. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Voilà, ce qui t'anime et ce que tu fais et te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Très bien. Donc, bonjour encore une fois à tous. Moi, c'est Maman Oumarou. Je travaille sur l'ergonomie de la performance. C'est un concept que j'ai mis en place pour essayer d'améliorer l'impact de certains concepts sur les résultats des individus ou bien sur les structures. En fait, en gros, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui sont faits pour apporter de la valeur aux gens, que ce soit des personnes morales ou physiques. Mais concrètement, dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens, ils consomment du contenu, ils connaissent la valeur des formations, ils les achètent, mais concrètement, on ne voit pas de résultats dans la vie. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas des entreprises, en France, rien que l'année passée, c'est entre 32 et 40 milliards d'euros qui sont dépensés dans les formations. Les entreprises ont payé en elles seules entre 7 et 10 milliards, selon un service du ministère du Travail. Et donc, il y a un vrai engouement vers la formation, vers la recherche de la performance, de l'efficacité, du résultat. En revanche, ce n'est pas tout le temps qu'on a cette réponse de la part des formations. Et ce que j'essaie de voir, quand je regardais autour de moi, toutes les formations que j'ai suivies durant mon parcours professionnel, j'ai trouvé un point commun à ce problème. Et je l'ai appelé le syndrome de l'amulette. C'est-à-dire comme une amulette qui est censée protéger son porteur du mauvais œil ou du mauvais esprit. Les gens continuent à prendre les formations, les stockent et continuent leur vie comme s'ils ne les avaient pas. Et donc, c'est là où j'ai réfléchi sur ce concept de l'ergonomie de la performance, comment on peut rendre des concepts qui sont très utiles dans la vie vraiment des individus, comment on peut les rendre beaucoup plus ergonomiques pour qu'on ait plus de résultats et plus d'impact sur le terrain. Et surtout pour que le résultat puisse être reproductible à volonté. Et donc, c'est là où je suis parti de tout ce que j'ai appris durant mon parcours professionnel. J'ai un doctorat de l'École des mines de Paris. Et après, j'ai eu une dizaine d'années d'expérience dans des grandes entreprises, notamment dans la chimie et le nucléaire. Et donc, j'ai pris cette approche scientifique que j'ai pu appliquer pendant 10 ans sur des projets aux États-Unis, en Russie. Et je l'ai appliqué sur des concepts qui sont à la base théorique, comme la négociation. Il y a d'autres, mais aujourd'hui, notre sujet est la négociation. Et donc, voilà un peu ce qui justifie cette approche d'ergonomie de la performance sur un domaine qui est très, très utile et qui nous permet d'avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus d'efficacité et d'impact sur le terrain. Super intéressant. Et pourquoi alors, selon toi, c'est nécessaire d'utiliser cette approche que tu as mise en place sur la négociation? Pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle approche de ce sujet qui est la négociation? Voilà, tu l'as très bien dit, David, au départ. La négociation est l'une des choses les plus omniprésentes autour de chacun d'entre nous. Qu'on soit manager, leader ou un employé, on a la négociation tout le temps. Avec le banquier, tu l'avais dit, avec le manager, les collègues, le partenaire, les clients et surtout même en famille, avec son ou sa conjointe ou ses enfants. On négocie tout le temps. À chaque fois qu'on ne peut pas forcer une décision, à chaque fois qu'on ne peut pas imposer un point de vue, on va passer par la négociation, s'il n'y a pas bien entendu une règle ou une loi qui cadre le contexte. Et donc, la négociation est vraiment l'outil dont on a besoin pour fluidifier, entre guillemets, nos relations, nos interactions avec les individus, avec nos proches, nos amis. Elle est présente tout le temps. Et l'une des choses que j'ai vues, parce que j'ai été formé à la négociation dite de Harvard, donc la méthode raisonnée, quand j'étais aux mines de Paris, et c'est là où j'ai commencé à regarder quelles sont ce qui peut être des insuffisances par rapport à une méthode qui est réputée l'une des meilleures au monde. Et voilà, l'une des choses que j'ai trouvées, c'est que malgré qu'on m'avait formé à cette méthode, j'ai discuté avec beaucoup de sous-traitants, des fournisseurs pendant mes expériences, il m'arrivait à me poser des questions, je pense que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que
j'ai fait une bonne affaire? Est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Est-ce que c'est sûr que j'ai fait de gagnant-gagnant? Donc, ces genres de questions qu'on se pose tout le temps quand on négocie, je les ai trouvées malgré que je sois formé à cette méthode. Et c'est là où je me suis dit, elle souffre aussi, elle pourrait souffrir aussi de ce syndrome de l'amulette, du fait que les concepts ne sont pas tangibles, pardon. Et donc, on parle de beaucoup de choses qui sont conceptuelles et théoriques, ce qui plaît beaucoup au cerveau droit. En revanche, il n'y a pas assez d'éléments qui vont permettre au cerveau gauche de le transformer en action. Et c'est là où j'ai appliqué la démarche à la négociation, comme dans d'autres domaines, et j'ai sorti une méthode que j'ai appelée la méthode WeWin. Donc, un clin d'œil à Win-Win, donc la méthode WeWin qui est la méthode quantifiée de négociation. D'accord, la méthode we-win, comme nous gagnons, quoi, en anglais, c'est ça? Absolument, absolument. Parce Alors, que c'est quoi, est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi cette méthode et c'est quoi la différence de cette méthode que tu mets en place, la méthode we-win, par rapport à ce qu'on peut trouver à d'autres méthodes qui existent déjà? Voilà, en fait, c'est qu'il y a, déjà, je ne vais pas parler de la méthode dite classique. La méthode classique, c'est la méthode qui est utilisée par monsieur et madame tout le monde. On connaît les résultats, c'est guerre de position et marchandage de tapis. Donc, ce sont les deux résultats principaux de la méthode classique. Et donc, je vais surtout m'appesantir sur la méthode raisonnée de Harvard. Quelle différence celle que je propose va apporter aux gens concrètement? Et pour cela, je vais prendre juste les 4 principes fondamentaux de la méthode de Harvard. Je pense que quand on regarde tous les documents qui existent sur la méthode, on vous dira que bon, si vous avez ces 4 principes fondamentaux, en réalité, vous avez toute la méthode avec vous. Et ces 4 principes, le premier, c'est les intérêts. On dit de bien différencier entre les intérêts et les objectifs. Et donc, à ce niveau-là, je vais dire les 3 autres, après je reviendrai sur ce point sur lequel je voulais développer. Okay. Le deuxième, c'est les problèmes, donc différencier le problème et les personnes avec qui on discute. Le troisième, c'est les solutions, être capable de générer le maximum de solutions pendant la négociation. Et le dernier critère, le dernier point, pardon, principe fondamental de la méthode de Harvard, c'est les critères objectifs. C'est-à-dire, il ne faut jamais conclure juste sur la base de la confiance ou sur la base de ce que l'interlocuteur m'a dit. Quelle que soit sa bonne foi, la confiance existe, mais on ne décide pas sur sa base. Et donc, voilà les 4 éléments qui constituent la méthode de Harvard. C'est que j'ai remarqué, si tu prends 100 personnes, tu les mets dans une salle, tu leur donnes ces 4 principes, tu les envoies négocier, tu auras alors 100 résultats différents. Parce qu'il reste encore une fois conceptuel. On va lire 10 livres sur la méthode, on va voir les mêmes choses, on va aller négocier et les résultats ne seront jamais reproductibles. Et donc, c'est là où je me suis dit, ce que ma méthode peut apporter, déjà, c'est de clarifier chaque notion. Quand on dit intérêt, c'est quoi un intérêt? C'est quoi un objectif? Et donc, le fait de mettre la lumière sur ces notions permet aux individus d'avoir un résultat beaucoup plus homogène. On prend la méthode WeWin, on la donne à 100 personnes, on peut avoir des résultats beaucoup plus homogènes que la méthode raisonnée, pour la simple raison que chaque concept, chaque notion a une approche bien définie, une approche quantifiée. Je te prends juste l'exemple de l'intérêt, tu vas me dire, bon, ok, d'accord, plus concrètement, ça donne quoi pour l'intérêt? J'allais te poser la question, merci d'y venir, c'est super. Voilà. Et donc, là, je vais peut-être en avant de quelque chose que j'allais dire plus tard, mais je le dis maintenant, okay. pour ce qui est de l'intérêt, pour qu'on le comprenne. Dans ma méthode, l'intérêt, c'est en fait un centre d'intérêt. Il ne faut pas que les gens voient l'intérêt comme quelque chose que je gagne. L'intérêt, c'est tout ce qui me permet d'arriver à mon but et qui répond à la méthode comment. Et donc, j'ai déterminé un outil sur la base de quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu adores bien, qui est Simon Sinek. Sur la base voilà, bon, je te vois sourire, donc tu vois de quoi je parle. J'ai appelé cet outil le bio. Le bio est un outil fondamental pour clarifier les intérêts et les objectifs dans une négociation. Avant de partir négocier, on doit se demander quel est mon bio? Quel est mon but qui va répondre à pourquoi, donc la partie limbique du cerveau? Quels sont tous mes centres d'intérêt? Les centres d'intérêt, c'est comment je vais atteindre mon but. Et donc, quel que soit l'élément, si c'est un centre d'intérêt, je le mets comme étant un moyen. Et sur chaque centre d'intérêt, je définis 1 à 3 objectifs.
La différence, tu l'as déjà dit, David, dans certains de tes webinaires, un intérêt, il est subjectif, il n'est pas quantifiable. Tandis qu'un objectif, il est quantifiable, on peut le mesurer. Et si on ne fait pas la différence, la distinction entre ça, le problème, c'est qu'on est devant un vendeur aguerri ou un négociateur aguerri, il vous crée un bio sur le champ. C'est ce qui se passe dans les ventes transactionnelles. Beaucoup de Tu peux me donner personnes… un exemple pour illustrer? Voilà, un exemple pour illustrer entre l'intérêt et l'objectif. Je vais prendre un exemple d'un salarié qui veut, par exemple, négocier une augmentation de salaire. Donc, son but aujourd'hui, on ne va pas parler de but, je vais prendre juste l'intérêt et l'objectif. Son intérêt, c'est une augmentation de salaire. Son objectif, c'est 2% ou 3% ou 4%. Un autre intérêt peut être aménagement du temps de travail. L'objectif va être 2 heures de moins ou avoir un jour de télétravail par semaine. Et donc, quand on ne fait pas la différence, la distinction entre son objectif et ses intérêts, le problème, c'est que les objectifs, ils sont un peu vicieux. Ils peuvent mettre en cause tes intérêts. Quelqu'un qui vient dire à son chef, moi, je veux 15% d'augmentation. Donc, il vient avec un objectif. Le problème des objectifs, ça, c'est la méthode de Harvard le confirme aussi. Quand tu rentres dans une négociation avec un objectif, tu crées une guerre de position. Parce qu'une quantité, elle n'est là que pour flatter les égos. Pourquoi tu veux 15%? Ça ne veut rien dire. Pour toi, ça a un sens, mais pour moi, ça ne veut rien dire. En revanche, si je commence par mon intérêt, écoute, David, je veux une augmentation parce que j'ai des charges, ainsi de suite. D'accord, on est d'accord là-dessus. On valide, on crée une dynamique donc du oui, de l'état d'esprit positif. Ensuite, on parle des objectifs. On est d'accord sur l'augmentation de combien? Et c'est là où, en même temps, il faut être lucide, il faut prendre des critères objectifs, comme dit d'ailleurs la méthode raisonnée. Et donc, essayer de, si le marché évolue, la fluctuation est de 4%, je ne peux pas demander 30% par exemple. Il faut être lucide, partir cette fois-ci sur des critères objectifs. Et donc, il n'y a pas assez de clarification sur ces notions dans certaines méthodes qui sont proposées. On va dire par exemple dans certaines méthodes, un bon négociateur sait préserver ses intérêts et les intérêts de son interlocuteur. D'accord, je l'ai enseigné à 100 personnes. Ils sont partis négocier. Ça veut dire quoi concrètement? Et donc, certains vont partir sur des objectifs, d'autres sur des vrais intérêts. Et comme je le dis, des fois, quand je parle aux gens d'intérêt, ils voient tout de suite ce qu'ils gagnent. Je dis non, c'est un centre d'intérêt en réalité. C'est tout ce qui permet d'arriver à un but. Tous les moyens qui me permettent d'arriver à un but, c'est un intérêt. L'augmentation de salaire, c'est un intérêt. La diminution du temps de travail, c'est un intérêt. Peut-être le but, c'est de bien vivre avec ma famille. C'est ça le but principal de ma négociation avec mon manager. Et donc, je connais mon but. Je vais lister tous mes centres d'intérêt, donc mes intérêts. Et sur chaque centre d'intérêt, je prends 1 ou 2 ou 3 objectifs sur lesquels je vais faire mes différents scénarios. C'est ce que j'appelle l'approche du bio. But, intérêt, objectif. Et pour finir sur ce point, ce qui fait la difficulté des ventes transactionnelles ou des démarches de, par exemple, les opérateurs de téléphonie, quand ils appellent quelqu'un, la difficulté de bien négocier dans ces cas, c'est que tout de suite, on te crée un bio. La dernière fois, j'étais dans un magasin de vente de chaussures. Et avec ma femme, il y avait un couple qui était devant nous. Je regardais comment la vendeuse a pu leur vendre des produits. Ils étaient venus acheter une paire de chaussures à leur fils. Elle a pu leur vendre pas mal de petits produits dérivés alors qu'ils n'en avaient absolument pas l'intention. Et elle a suivi exactement la démarche du bio. Le monsieur veut une chaussure, elle lui crée déjà un but. Ah, votre enfant peut avoir les pieds qui vont moins transpirer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout de suite, il a un but que son enfant se porte bien. Et comment elle va mettre le I de intérêt dans la démarche? Elle va dire, bon voilà, avec ces semelles bien adaptées, je ne sais pas quoi, ergonomiques, qui absorbent la chaleur ou l'humidité, on va atteindre ce but. Et après, elle vient sur l'objectif, ainsi de suite. Donc, elle lui crée tout de suite un bio et il suit son raisonnement. Alors que quand je vais à une négociation, j'ai mon propre bio, même si tu essaies de m'en créer un, je vais essayer de m'en tenir au mien, pardon. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes achètent des choses qu'ils n'avaient absolument pas l'intention d'acheter. Ils les amènent à la maison, ils les stockent. Voilà. Et ils ne les utilisent pas, ils ne savent pas pourquoi ils les ont achetés. OK. Pour être sûr que je comprenne bien, est-ce que, en fait, finalement,
Donc, si je comprends le principe du bio, le but, si par exemple on se met dans le cadre d'une négociation commerciale Mhm. entre un fournisseur de services et un client potentiel. Absolument. Imaginons que je propose un service X à un client potentiel et le client, finalement, lui, eh bien, veut négocier, par exemple, le tarif. Mhm. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le but, est-ce que ce serait de finalement apporter le service désiré par le client, que le client a validé, c'est-à-dire, voilà, ce que tu veux, toi, c'est obtenir la prestation au meilleur prix, à la meilleure affaire possible, mais Mhm. sans mettre un objectif précis. Peut-être sans même de dire, lui, il va peut-être me dire, bah, moi, je veux moins de 30% et moi, je vais accepter que de faire que 15% de réduction. Là, on est dans les objectifs. Et Mhm. donc, si je comprends bien, les intérêts, ce serait de te dire, OK, donc toi, ton intérêt par rapport à l'objectif qu'on puisse travailler ensemble, eh bien, un des intérêts, c'est que ça te coûte le moins cher possible. Un autre intérêt, c'est que ce soit le plus rapide possible. Et c'est de finalement définir les intérêts qui vont venir nourrir le but, mais qui sont peut-être des moyens alternatifs et différents que le simple baisse de prix ou ce genre de choses. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est vraiment dans ce schéma, David. Donc ici, le but de la vente commerciale, c'est ce que tu dis. Le but, par exemple, moi, c'est de faire affaire avec tel fournisseur. Je veux conclure une affaire avec tel fournisseur pour telle ou telle raison. Ça, c'est mon but. Maintenant, quels sont tous les moyens qui me permettront d'avoir ce but? Premier moyen, par exemple, faire une offre raisonnable. Deuxième moyen, peut-être avoir telle ou telle ou telle ou telle option qui vont l'intéresser lui. Troisième moyen, ainsi de suite. Donc, parce qu'on dit qu'un bon négociateur, c'est tout de suite créer le maximum de solutions possibles pour que son offre ne soit comparable à aucune autre offre. Et donc, tous ces moyens-là, pour parvenir à mon but, qu'on puisse faire affaire avec lui, ce sont mes intérêts. J'ai intérêt à ce que ces moyens soient solides. J'ai intérêt à les avoir. Donc, ce sont des centres d'intérêt sur lesquels je vais porter attention. Et il ne faut pas que je les regarde comme un intérêt, quelque chose que je vais gagner. Donc, ce sont des centres d'intérêt. Et ensuite, sur chacun, je vais mettre des objectifs, comme tu l'as dit. Par exemple, faire une bonne offre, ça veut dire quoi? Lui faire 2% de moins que le marché ou lui vendre, je ne sais pas, en lui faisant gagner 4 jours de plus que les concurrents sur la livraison. Donc, dès que je commence à mettre une quantité, je suis dans les objectifs. Et donc, c'est exactement comme ça, c'est ce que tu dis. Dans la vente commerciale, c'est pareil. Les buts, les intérêts et les objectifs. Et l'avantage, c'est que c'est neuroergonomique, comme disent les neuroscientifiques, c'est que ça parle au cerveau, ça parle au limbique. Je sais que c'est un domaine que tu adores bien. Ensuite, ça descend vers des parties qui vont avoir beaucoup moins d'objections que si je pars directement dans les objectifs qui répondent au quoi, donc le reptilien, n'est-ce pas? Et donc, qui va tout de suite créer même si je fais 15% de rabais, la personne sera tentée de demander encore plus, encore moins, pardon. Parce qu'un objectif, c'est ça. Il est très capricieux. Il est là juste pour flatter les égos, pour montrer que je suis capable de faire moins ou plus, de demander plus ou moins, ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que la bonne démarche, voilà, c'est de faire l'autre dans l'autre sens. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, on peut nourrir l'intérêt de notre interlocuteur sans forcément répondre à l'objectif que lui demande, en fait. Et peut-être que du coup, c'est là où on Absolument. peut faire en sorte, c'est de remonter si on n'est pas d'accord sur l'objectif, on peut remonter au niveau de l'intérêt et proposer un objectif différent qui vient nourrir le même intérêt finalement. Et c'est là que le jeu de la négociation s'opère finalement, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'un objectif peut être changé. Un intérêt, des méthodes disent qu'un intérêt jamais, mais il y a des fois où moi je pense que l'intérêt aussi peut être bougé. C'est le but qui ne doit jamais bouger. Ouais. Quitte à ne pas signer, parce qu'une bonne négociation n'est pas forcément une négociation qui est signée. Je peux faire une bonne négociation sans aucun accord parce que je sauvegarde mon but et donc mes intérêts, alors que si je les avais signés, si j'avais signé la négo, peut-être que je serais perdant. Et donc voilà, ça c'est exactement ça. L'avantage de ça, c'est qu'on sait que les objectifs peuvent bouger, les intérêts beaucoup moins, mais s'il le faut, pourquoi pas, mais c'est le but qui ne bouge pas. Ouais, je trouve ça très intéressant d'identifier effectivement ces trois éléments. Il y a le but,
les intérêts. Il faut bien identifier les intérêts, les nôtres, mais aussi ceux de notre interlocuteur avec qui on négocie pour justement comprendre sur quel centre d'intérêt on va pouvoir jouer. Et puis ensuite, Absolument. effectivement, derrière, d'avoir aussi une panoplie d'objectifs sur lequel, eh bien, on sait. Moi, j'appelle ça des cartouches quelque part. En tout cas, si je fais le parallèle avec ma façon de voir les choses, ce que je comprends, c'est que les objectifs sont un peu les cartouches, c'est un petit peu les flèches que j'ai dans mon carquois pour pouvoir lui proposer des éléments. Et à ce moment-là, effectivement, de s'assurer que peut-être que l'objectif ou que lui me demande, ou en tout cas sur lequel il veut m'amener, eh bien, n'est pas celui sur lequel moi je suis prêt à aller. Mais si je comprends l'intérêt que ça vient nourrir, eh bien là, je peux tout de suite, effectivement, voir les choses avec un regard un peu plus haut et lui proposer d'autres objectifs différents pour aller nourrir son intérêt et donc obtenir l'accord. Est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs majeures qu'on peut commettre et qu'on commet, je dirais, de manière traditionnelle dans le sujet de la négociation? Est-ce que tu as identifié des erreurs de ton côté? Absolument. J'aime bien le chiffre 4, peut-être parce que les Grecs disent que l'infini commence par 4. Et donc, j'ai identifié 4 erreurs majeures en négociation. Le premier, c'est ce que j'appelle le code erreur bio. Si le bio n'est pas clair, on peut commettre énormément d'erreurs dans sa négociation. Parce que, voilà, si on va sur des mauvais, des mauvais objectifs ou des intérêts qui ne sont pas clarifiés, ça peut donner un résultat, mais qu'on peut regretter après. C'est ça, en fait. On dit que tu peux être un très bon pilote, mais si tu prends une carte de Marseille pour partir à Paris, tu ne seras jamais à bonne destination. Et donc, du coup, le premier, je l'appelle le code d'erreur bio. Ouais, et puis si je peux rebondir, en fait, parce que si l'intérêt du client, c'est de s'assurer qu'il fait la meilleure affaire possible, peut-être que lui va partir sur l'angle d'une diminution de prix, mais nous, on peut très bien lui dire, si on valide que ce qui est vraiment le plus important pour vous, monsieur le client, c'est d'être sûr de faire une bonne affaire, à ce moment-là, c'est peut-être pas une baisse de prix qu'il faut faire, mais c'est peut-être une garantie. C'est peut-être lui dire, voilà, je vous apporte une garantie complémentaire qui fait que, quoi qu'il arrive, en conservant le niveau de prix que je vous propose actuel, parce que c'est le niveau de prix sur lequel moi, je ne suis pas prêt à descendre plus bas. En revanche, ce que je suis prêt à faire, c'est vous ajouter une garantie complémentaire. Et du coup, l'objectif est peut-être pas le même, mais on vient nourrir son besoin. Donc, effectivement, on va être clair sur le bio de chacun. Exactement, c'est exactement ça. Super intéressant. Okay. Comme on dit de se mettre dans les souliers de l'autre, l'idée c'est que je fais mon bio et je fais le bio du partenaire. J'essaie d'imaginer son bio. Je fais la même démarche, ça se fait très très rapidement. Okay. Nous sommes en train de développer une application pour faciliter encore l'utilisation du bio. Super. On met juste les infos, tout de suite il sort mon bio, le bio du partenaire, ainsi de suite. Et donc ça, c'était la première erreur. Okay. La seconde erreur, c'est au niveau des émotions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends erreur au niveau des émotions? Ce n'est pas forcément trembler devant le partenaire, ça, on va le voir peut-être dans le développement. C'est vraiment se tromper au niveau de l'appréciation des enjeux de la négociation. Parce que le problème de cette erreur au niveau des émotions, c'est qu'on risque de surestimer ou sous-estimer ses forces ou ses faiblesses d'ailleurs, ou celles du partenaire. C'est pour cela que pour bien négocier une affaire, il faut estimer vraiment à sa juste valeur les enjeux de la négociation. Quels sont les enjeux pour moi et quels sont les enjeux pour le partenaire? Et donc, si je me trompe, le problème, c'est que je vais faire des scénarios qui ne sont pas forcément gagnants pour moi ou pour lui, ou bien je vais brider mon esprit dans l'exercice de trouver des solutions à la négociation. Parce que tout simplement, on le sait, il y a Alison Woodbrooks, une américaine, je pense, de Harvard, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus et qui montrait que les émotions, elles brident la capacité de négociation. Et donc, moi, j'appelle ça l'émogociation, c'est-à-dire qu'un mélange entre émotion et négociation, on ne sait plus où est-ce qu'on est, où est-ce que je suis, où est-ce qu'il est, sur ce que j'appelle le pouvoir du levier, comme sur une balançoire, qui a vraiment le pouvoir du levier. Et ça ne se fait pas au feeling. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'ils le font au feeling. Je comprends que beaucoup de méthodes le disent, il faut calculer les enjeux, il faut déterminer les enjeux, mais je n'ai pas vu de méthode qui donne comment déterminer cet enjeu. Et donc, dans la méthode WeWin, actuellement, j'ai une application qui s'appelle NegoStakes, donc Stakes en jeu en anglais, qui permet de calculer l'enjeu d'une négociation en moins de 2 minutes, quel que soit le domaine. Il y a une équation qui est implémentée avec des questions. On répond juste aux questions et ça nous dira qui est en position favorable ou pas. Et donc, l'avantage de ça, c'est que je pars avec des émotions qui sont beaucoup plus réalistes
que de croire que, bon, voilà, l'autre, c'est un mastodonte, je vais me faire laminer, ou bien que non, je vais marcher sur lui parce qu'il ne vaut rien, ainsi de suite. Donc là, on essaie de mettre les choses dans leur vraie perspective, pardon, pour mieux les apprécier. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est ce qu'on appelle le syndrome du lampadaire. C'est de partir négocier en ne regardant que la partie éclairée par la négociation. Si on discute sur un produit et que toute mon attention est sur le produit, son prix, ainsi de suite, le problème, c'est que ces genres de négociations, ça arrive surtout pour des structures ou des entreprises ou des managers qui ont beaucoup de tâches. S'ils ne font pas attention, ça peut mettre en cause leur crédibilité ou même la crédibilité de leur structure. Le syndrome du lampadaire, il arrive tout le temps, il nous arrive tout le temps. On regarde que la partie éclairée. Il y a des gens qui sont très mauvais, qui font tout pour garder le lampadaire sur une seule chose, de manière vraiment délibérée. Mais il y a beaucoup qui le font sans le savoir. Ils gardent l'attention sur une chose. On perd de vue la perspective de son activité. Et le problème, c'est que dans ce genre de cas, la conséquence, c'est qu'un gagnant-gagnant, des fois, reste un simple slogan. C'est-à-dire que c'est juste un slogan pour se rassurer, quoi. Mais en réalité, bien, quoi. Voilà. Et le dernier, c'est au niveau de l'exécution, ce que j'appelle le code d'erreur exécution. On fait une belle négociation, on ne prend pas les précautions pour passer de la décision à l'exécution. Et ce qui se passe, c'est qu'on renégocie, on repère du temps, un peu comme ce qu'on voit dans la diplomatie entre certains grands pays et des pays du Moyen-Orient qui reviennent tout le temps sur un sujet que je ne vais peut-être pas forcément citer. Mais en tout cas, on voit ces genres de choses, surtout dans la diplomatie. En vente commerciale ou vente transactionnelle, beaucoup moins. Mais dans des affaires comme ça, on le voit. Donc, voilà un peu les 4 erreurs majeures. Et c'est pour cela que j'ai conçu la méthode WeWin sur 4 étapes principales pour que chaque étape corrige au maximum chacune des erreurs et qu'on puisse minimiser tous les biais, toutes les erreurs qu'on peut avoir en négociation. Excellent. Et tu peux nous dire quelles sont ces 4 étapes? Voilà, les 4 étapes, c'est ce que j'appelle le format A4. Pourquoi A4? Pour que ça soit facilement assimilable, qu'on le retienne beaucoup plus facilement. Tout celui qui prend une feuille A4, il se rappellera de cette méthode, par exemple. Le A4, le premier A, c'est amont. Bien en amont, de la négociation. Le deuxième, c'est juste avant de rentrer en contact, avant de discuter. Là, juste avant, je suis à la porte avant de taper. Le troisième, c'est dans le feu de l'action. Et le troisième, c'est le dernier, c'est après. Donc, après qu'on ait signé. Et donc, chacune de ces phases va aller toucher une des erreurs que je venais de citer avec des outils dont certains ressemblent d'ailleurs à Pitcher comme Impro, mais donc avec des outils particuliers à chaque phase pour pouvoir apporter du contenu. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de faire le maximum d'approches tangibles et d'éviter des approches conceptuelles. D'accord. Donc, un exemple, par exemple, la phase amont, j'ai appliqué du Pareto. La phase amont, c'est 80% de la réussite de la négociation. La phase juste avant de rentrer en discussion, c'est 16%. La phase de l'action, le feu de l'action, c'est que 3% en réalité. Et la phase qui vient après l'accord, c'est 1%. Donc, chaque phase apporte son taux de succès de la négociation. Et pour la phase, on a déjà vu, par exemple, des négociations en 2007 qui se sont faites entre, je ne sais pas si on peut citer des noms, entre Sarkozy et Poutine. On a vu comment il a été déstabilisé parce que les outils de la phase de l'action n'étaient pas présents. Et donc, voilà, quand on rate des outils dans chacune de ces phases, on peut courir le risque de rater la négociation à n'importe quel moment. Et donc, du coup, là, tu aiguises ma curiosité. Est-ce qu'il y a une astuce, je ne sais pas, une ou deux, je ne sais pas, peu importe le chiffre, mais est-ce qu'il y a une astuce que tu peux donner à nos éditeurs pour qu'ils soient capables de bien préparer leurs futures négociations, pour qu'ils réussissent à préserver leurs intérêts, justement, parce qu'on parlait d'intérêts en toutes circonstances. C'est quoi les conseils que tu peux donner par rapport à ça? Donc, voilà, partir sur les A4. Ouais. En amont, bien préparer en amont, c'est 80% du travail. Ensuite, se préparer le juste avant la négociation, c'est au moment de rentrer, on est en contact avec l'interlocuteur, l'action et puis l'après. Voilà. Okay. Donc, pour la phase amont, qu'est-ce que je fais concrètement? Oui. Je détermine, j'ai 3 outils. 2 outils que j'ai créés et un autre qui est utilisé déjà depuis longtemps. Le premier, dans la phase amont déjà, j'ai la préparation et le positionnement. C'est pour ça que je dis qu'il y a des points de ressemblance avec Pitcher comme Impro. Donc, moi, je sais que j'appelle les 7 P pour les 4 phases. Une fois qu'on travaille sur ces 7 P,
on peut être sûr vraiment d'avoir le maximum de chances de réussir sa négociation. Donc, dans la phase amont, il y a la préparation et le positionnement. Qu'est-ce que je fais dans ma préparation concrètement? Mon bio déjà. Le bio, c'est vraiment la première chose à faire dans toute négociation. Quel est mon bio? Deuxième, je détermine l'enjeu. Si l'enjeu est vital pour moi, alors que pour le partenaire, l'enjeu, il est faible, je suis en position de faiblesse. Ouais. Si c'est le contraire ou si l'enjeu est équilibré, donc il faut qu'on le détermine. Comme je te dis, il ne faut pas le faire au doigt mouillé. Nous avons une application qui peut le faire très rapidement. Donc ça, c'est l'enjeu, le deuxième. Et le dernier, c'est la BATNA. Il faut être capable de dire, si la négociation échoue, ça c'est les Américains qui l'ont, la BATNA, donc en français, la MESOR, n'est-ce pas? Donc, Best Alternative to Negotiate Agreement. Ou bien voilà, j'allais te demander ce que ça signifie BATNA. Voilà, ou meilleure solution de réchange en français. Et donc, une fois que cette négociation échoue, est-ce que ma situation elle est pire qu'avant ou est-ce qu'elle est pareille ou est-ce qu'elle est même mieux? C'est-à-dire, je peux avoir mieux que ce que ce partenaire me propose. Une fois que j'ai ces trois éléments, et vraiment ça va vite, là je suis en train d'expliquer, peut-être que les détails font que ça ressemble à quelque chose qui est long, ça peut aller très très vite. Une fois que j'ai ces trois éléments, ma préparation elle est complète. Après, je passe au positionnement. Le positionnement permet d'éviter le syndrome du lampadaire. C'est là où je fais mes scénarios. Et là, pour éviter le syndrome, j'utilise ce que j'appelle les 5 S. Ce n'est pas les 5 S japonais, mais il faut être capable de regarder est-ce que cette négociation, elle touche des aspects sécuritaires, le premier S. Est-ce que le deuxième S, elle touche des aspects socio-économiques, ce qui est généralement le cas. Est-ce que le troisième, elle touche des standards? Il y a des standards, des règlements, des lois. Et enfin, est-ce qu'il y a des choses sur même la source de financement ou le spécialiste? L'avantage de ça, c'est que j'ai une perspective de toute mon activité par rapport à la négociation. Je ne regarde pas que l'objet. Avec les 5 S, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Et c'est là où j'ai une matrice qu'on appelle la matrice d'Oracle. Il faut être capable maintenant de prioriser chacun des éléments de ces 5 S. Et une fois que c'est fait, je fais mes scénarios, 1 ou 2 ou 3 scénarios. Mon positionnement, il est bon. Donc là, j'ai le deuxième P, mon positionnement, il est bon. Je suis juste avant de rentrer en négociation. Qu'est-ce que je dois faire juste avant de rentrer? Et là, c'est le jeu de personnalité. C'est ce que Poutine a fait pour déstabiliser Sarkozy en 2007. Tout le monde pensait qu'il avait bu de l'alcool, mais ce n'était pas ça. Il avait juste un croisement, il avait fait un croisement de personnalité et qui déstabilise en général n'importe quelle personne, sauf si on est préparé. Et donc, je travaille ma personnalité, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, et le pouvoir personnel. Donc, il y a le pouvoir personnel, il y a des éléments, bon, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. Vraiment, c'est de donner le maximum de chances à chaque étape de réussir ma négo. Et dans le feu de l'action, c'est la persuasion. Là, je sais que tu as beaucoup d'outils aussi là-dessus, avec Pitcher comme emploi et d'autres outils d'ailleurs. Et donc, j'ai des canevas aussi qui tiennent compte aussi de la neuroscience, au niveau de la persuasion et la posture. Et enfin, le plan d'exécution, ça, c'est vraiment des outils de management qu'il faut utiliser. Voilà donc un peu les étapes principales de la méthode A4. Et dans chaque A, il y a quelques éléments qui nous permettent de bien nous préparer et de réussir la négociation. Excellent. Je vois très bien le framework A4 qui est effectivement le framework le plus global. Et à l'intérieur sur chacune de ces quatre étapes, il y a effectivement les P, il y a les 7 P qui représentent également le framework sur la même échelle globale, mais divisé effectivement dans chacune des étapes. Ok, super intéressant. Waouh! Eh bien, écoute, il y a énormément de choses. Et du coup, qui sont tes clients à toi? Avec qui tu travailles en fait? Qui sont les types de clients avec lesquels toi, tu as envie de travailler et avec lesquels tu peux apporter le plus de valeur aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, s'il faut rétrécir la marge, je dirais, c'est vraiment tous les managers. Quand on dit manager, c'est vrai que c'est large. Ça peut être des ressources humaines, directeurs commerciaux ou directeurs généraux d'entreprise. Ce sont des personnes qui prennent des décisions. Et on sait que la prise de décision, c'est aussi un art. Et dans la négociation, elle est très importante. On peut prendre des décisions qui peuvent porter préjudice à soi ou à son entreprise. Et donc, ils ont besoin d'outils qui permettent de réduire au maximum les biais cognitifs et les erreurs stratégiques en négociation pour pouvoir réussir avec succès leurs affaires. Donc, c'est vraiment les premières cibles, je dirais. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des personnes qui viennent prendre ces méthodes qui ne sont pas forcément ressources humaines ou directeur général ou directeur commercial ou marketing, mais c'est des gens qui veulent l'appliquer dans la vie de tous les jours. Je vais acheter une voiture, je voulais comprendre pourquoi je l'ai achetée alors que
c'est pas ce que je voulais, par exemple, ou bien pourquoi j'ai dû prendre quelque chose que je n'ai absolument pas prévu. Donc, des gens vraiment qui appliquent les approches dans la vie de tous les jours, ça peut aussi les servir. D'accord. Les entrepreneurs, les dirigeants de TPE de manière générale également. Absolument. Absolument. Et du coup, ben, si quelqu'un qui regarde cette vidéo a envie d'en savoir un peu plus sur toi et puis aimerait en rentrer en relation justement pour appliquer et découvrir la méthode A4, découvrir les 7 P et savoir comment concrètement l'appliquer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, j'ai un site internet qui s'appelle www.bigsit.consulting.com, pardon, le tiré du 6. Je mettrai le lien de toute fasion dans la description pour que ce soit aussi très simple à retrouver. Et il y a quelque chose de très important que je proposerais par exemple à nos auditeurs d'essayer. Sur le site, dans l'onglet Nos outils, j'ai créé un nouvel outil qui s'appelle le négogramme. Le négogramme permet de mesurer le profil de négociateur d'un individu. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Si on ne connaît pas notre niveau aujourd'hui, on ne peut pas s'améliorer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet outil. Il y a quelques questions. Il faut répondre le plus franchement possible, le plus sincèrement possible. Et après, vous allez avoir un profil parce que chaque personne est une mosaïque de profils de négociateurs. Et là, j'ai déterminé 4 profils de négociateurs, ce que j'appelle les 4 K. Donc, il y a le KID, il y a le KIND, il y a le killer et il y a le king. En gros, je l'ai vraiment sorti de toutes les expériences, toutes les interactions que j'ai eues. J'ai eu à travailler avec des Russes, des Américains, des Indiens, des Chinois, des personnes aussi européennes. Un vrai brassage multiculturel qui m'a permis de voir comment chaque individu, en fonction de son caractère, il appréhendait la négociation ou les discussions pour parvenir à un accord. Et donc, ces 4 cas est vraiment, en gros, quelque chose qu'on trouve en général lorsqu'on fait des affaires. Et chacun doit connaître, à mon avis, son cas prépondérant. Quel est le cas prépondérant? Est-ce que je suis plutôt kid, donc profil enfant, ou est-ce que je suis plutôt king, profil roi, pardon, et expert, ou plutôt killer ou kind, le mode gentil? Ok, et quand tu fais le test, en fait, quand on fait ton test sur Internet, est-ce que du coup, il y a des explications sur le profil que l'on est? Est-ce que tu envoies des infos? Comment ça se passe une fois qu'on a fait le test sur ton site? Absolument, David. Une fois qu'on fait le test, il y a déjà le profil qu'on va avoir. On va avoir son profil à la fin. Comme je le dis, c'est une mosaïque des 4 profils. Okay. Et donc, après, moi, ce qui se passe, je vais vous envoyer, j'envoie à la personne un document qui va détailler exactement chacun des profils, les caractéristiques, comment ils interagissent entre eux. Comme ça, la personne va essayer de voir, d'interpréter, de mieux comprendre son profil de négociateur et de voir surtout sur quel point il doit jouer pour s'améliorer. Et l'autre avantage, c'est qu'une fois qu'on comprend bien son profil, on peut mieux se synchroniser avec quelqu'un qui est en face. Quand on a une équipe devant soi, on peut tout de suite lire à travers ses positions, à travers ses prises de position, on peut comprendre quel profil on a devant soi et essayer de se synchroniser. On le dit en psychologie, il faut toujours se synchroniser avec son interlocuteur pour avoir de l'impact. Donc vraiment, j'invite beaucoup les gens à faire ce test, à voir leur profil et après, ils auront le document qui va détailler absolument chacun des profils. Génial. Ouais, c'est fondamental parce que ça permet de se connaître soi et ça permet aussi après, quand on comprend bien les 4 profils, eh bien, de voir en face quel profil on a et du coup, effectivement, de s'adapter. Et je trouve ça génial. Et si tu regardes encore cette vidéo, eh bien, clique tout de suite sur le lien dans la description pour aller faire le test. Moi, je vais aller le faire aussi dès qu'on aura terminé cette interview pour voir si je suis plutôt kid, plutôt kind, plutôt killer ou plutôt king. Ouais, bah, écoute, super. Merci beaucoup pour ça. Tu nous as donné énormément de contenu, de valeur. On a vu, j'ai pris plein de notes. On a vu la méthode bio, on a vu le syndrome de l'amulette, le syndrome du lampadaire, on a vu les 4 erreurs à ne pas commettre. On a vu, tu nous as parlé également des 7 P pour préparer en fait avec ta méthode A4 toute bonne négociation. Est-ce qu'il y a une dernière chose, peut-être un dernier mot que tu aimerais dire avant qu'on puisse bien clôturer cette interview? Absolument. Donc, un dernier mot, vraiment, la négociation est une science qu'il ne faut pas, une science et un art en même temps, que nous devons vraiment tous cultiver parce qu'on l'a fait tous les jours. Et le dernier détail que je vais dire, c'est vraiment la partie de la préparation mentale qu'on n'a pas évoquée. Elle est aussi essentielle pour vraiment asseoir sa méthode, asseoir ses stratégies. Mais vraiment, quand on fait cette approche des A4 et des 7P, on se donne le maximum de chance. On peut réussir sa négo, que ça soit en famille. Moi, je le fais tout le temps avec mes enfants. J'ai 2 enfants qui sont des sacrés négociateurs. Et donc, je suis tout le temps en train aussi d'appliquer mes méthodes et ça marche très, très, très bien. Donc, j'invite vraiment les gens à avoir ces approches qui permettent de mettre une approche scientifique
autour des concepts qui sont théoriques. Et donc, ça donne beaucoup plus de résultats et un impact qu'on peut voir concrètement dans sa vie. Génial. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien et aller faire le test du profil de négociateur que vous êtes parce que c'est fondamental, effectivement. Toute première étape. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai fait ma première conférence professionnelle, c'est de faire un test sur mon profil de conférencier. Parce que pour savoir de quelle manière je communique, il fallait que je fasse le test et c'est ce qui m'a permis de voir sur quels éléments il fallait que je travaille pour pouvoir avoir une communication plus impactante. Dans la négociation, je pense que c'est exactement la même chose. Pour mieux négocier, il faut d'abord savoir quel est notre profil de négociateur et identifier justement quels sont les axes de progrès. Donc, merci pour ça. J'ai hâte de pouvoir également faire le test. Merci beaucoup, Maman. Merci, David. Je te remercie beaucoup aussi. Avec grand plaisir. Et puis, appliquez tout ce qu'on a vu. Et d'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude. Osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. À bientôt.